Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, voici le sommaire. On les taxe d'études assez élitistes, réservées aux bourgeois, aux plus riches. Les classes préparatoires sont-elles en danger? Alors que le rectorat de Paris a annoncé plusieurs fermetures, la question se pose. Et puis, est-ce que l'ascenseur social des prépas fonctionne réellement? On en parle avec nos invités du jour. Il était étudiant en médecine. Il est devenu père au foyer. Alors oui, on n'en voit pas beaucoup. Quel est son quotidien, père au foyer, influenceur? Notre invité, Samuel Clos, nous en parle dans quelques instants. Et puis, place à la rubrique de Guillaume Buan qui va revenir sur l'année 2024. Il a encore temps de se souhaiter d'ailleurs bonne année. Mais du point de vue des élections, vous verrez, à travers le monde, on va glisser son petit bulletin dans l'urne. Guillaume, on le retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 6 mois. Il y a un rapport publié par la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations françaises sportives fustigent des défaillances systémiques en matière d'éthique et de lutte contre les violences sexuelles. 90 auditions menées auprès de 193 acteurs du mouvement sportif. Et à la fin, la députée écologiste Sabrina Sebaï qui brosse un portrait au vitriol du sport français, l'estimant gangréné par la culture du secret, du mensonge, du faux témoignage et pas suffisamment habitué à rendre des comptes. L'élu qui évoque également une omerta à tous les étages et dénonce un entre-soi. Je vous propose de l'écouter. C'était ce matin sur France Inter. Ce sont juste des parents qui m'ont alerté sur le fait que l'entraîneur avait un comportement humiliant vis-à-vis de leurs enfants qui pratiquaient une activité sportive. Et je parle d'enfants de 4-5 ans. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée à la question et je me suis rendu compte en fait que c'était pris séparément. On pouvait se dire que c'était pas grand-chose, mais qu'en fait, quand on regardait tous les articles de presse qui étaient sortis, en fait, c'était colossal en réalité comme problématique. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette commission d'enquête. Et à la fin de ces 90 auditions, je pense aujourd'hui que plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Alors aujourd'hui, un enfant sur 7 a subi des violences dans le monde du sport. La majorité des victimes sont féminines à 78%, mineurs également, 8 mineurs sur 10. D'ailleurs, 41% au moins de 15 ans. Les violences, elles sont principalement à caractère sexuel et causées par des éducateurs sportifs. Le rapport juge très élevé, voire anormal, également les rémunérations de certains responsables, comme les 400 000 euros bruts annuels et 100 000 euros de primes d'objectifs touchés par Amélie Oudéa-Castéra lorsqu'elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. C'était entre 2021 et 2022. La parlementaire réclame donc un choc de contrôle et de transparence avec également la mise en place de certains contrôles. L'une des recommandations qui traverse finalement tout notre rapport est la création d'une autorité administrative indépendante chargée de l'éthique. Personne ne peut être juge et partie. Signal Sport serait rattaché à cette autorité, permettant aux victimes d'être plus en confiance pour libérer leurs paroles, cela a été dit. Cette nouvelle autorité sera dotée d'un pouvoir de sanction financière à l'encontre des fédérations sportives ne respectant pas leurs obligations et engagements en matière d'éthique. Elle pourrait aussi prononcer des mesures telles que l'inéligibilité ou encore la suspension conservatoire pour des dirigeants mis en cause. Rappelons que si vous êtes témoin ou victime, il y a un site internet et une adresse notamment pour signaler tous ces faits, signal-sport@sport.gouv.fr. La natalité est en baisse, l'infertilité est en hausse. Face à la presse, Emmanuel Macron avait promis un grand plan de lutte contre ce fléau. Objectif, selon les mots du président de la République, réarmer la France. Ce plan sera donc dévoilé dans les 6 mois maximum. C'est ce qu'a fait savoir l'Élysée. Sur le contenu, plusieurs pistes sont d'ores et déjà envisagées, en s'appuyant notamment sur le rapport de l'infertilité remis au gouvernement en février dernier. L'Élysée qui souhaite une prise de conscience, notamment un peu généralisée, de ce phénomène. Il compte s'appuyer sur les nouveaux rendez-vous de prévention, en l'occurrence accessibles à l'âge de 25 ans. Les médecins proposeront notamment la réalisation d'un examen gynécologique ou d'un spermogramme entièrement remboursé par la sécurité sociale. Ce futur plan comportera également un volet sur les perturbateurs endocriniens qui font partie des éléments expliquant la hausse de cette infertilité selon l'Élysée. Enfin, l'accompagnement des personnes en parcours de PMA qui peut affecter lourdement la vie au travail. Là aussi, 3 millions de Français seraient directement affectés par l'infertilité selon ce rapport en 2022. On poursuit avec une bonne nouvelle. La consommation d'alcool est en baisse en France. 30 ans, effectivement, la part d'adultes déclarant boire de l'alcool tous les jours a été divisée par 3. Selon Santé publique France, seuls 8% des adultes déclaraient consommer chaque jour une boisson alcoolisée en 2021 contre près de 24% en 1990. Une diminution observée chez les hommes, chez les plus jeunes, chez les plus âgés et chez les personnes aux revenus les plus élevés. Les Français restent toutefois les plus gros consommateurs. Les 18
18-24 ans, 3 verres en moyenne par jour. Pour les 65-75 ans, 1 verre par jour. Une baisse qui est portée par la mise en place de politiques publiques, notamment la loi Evin de 1991, qui, rappelons-le, limite très fortement la publicité en faveur de l'alcool, ainsi que la vente qui est interdite aux mineurs de moins de 16 ans. L'étude met aussi en lumière des disparités régionales. On consomme plus quotidiennement, par exemple, d'alcool en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie qu'en Île-de-France et en Outre-mer. Rappelons toutefois que la consommation d'alcool est responsable d'environ 41 000 décès par an. Avec beaucoup de modération et Toujours. en toutes circonstances, modéré. On va s'intéresser à ce sondage désormais, Opinion, vous voyez, pour terminer, JT, réalisé fin décembre, qui est passé un petit peu inaperçu. 1 jeune sur 2 est prêt à s'expatrier, à quitter la France. Exactement, 54% de ces jeunes Français âgés de 18 à 24 ans déclarent être déterminés à quitter la France, mais ils ne sont pas les seuls, puisque 30% des Français, toutes tranches d'âge confondues, le souhaitent également. L'enquête révèle que ce sont les électeurs de la France Insoumise, du Rassemblement National ou encore de Reconquête, c'est-à-dire les partis les moins modérés, qui sont donc de loin les plus pessimistes et qui ont envie de partir. De l'autre côté, pour le parti, par exemple, du président, 14% des électeurs expriment le souhait de quitter la France en raison du climat politique ou encore économique. Alors parmi les pays qui attirent le plus, on a l'Amérique du Nord avec le Canada, l'Europe également qui est en deuxième position avec l'Allemagne, suivi de l'Italie, Royaume-Uni, l'Espagne, et puis on a l'Afrique en troisième position, suivi de l'Asie ou encore de l'Australie. Merci beaucoup Guillaume. On va rester en France avec l'une de nos spécificités en matière d'éducation, les classes préparatoires aux grandes écoles, les fameuses CPGE. Alors pour certains, ce sont de véritables ascenseurs sociaux qui permettent à des jeunes issus de milieux parfois défavorisés de réussir, mais pour d'autres, ce sont des filières qui coûtent trop cher pour une petite poignée d'enfants de bourgeois. Toujours est-il que ces classes qui ont été créées au 19e siècle sont menacées de fermeture pour certaines à Paris, avec des conséquences dont on parle tout de suite avec nos invités du jour. C'est l'heure du débat. On en parle avec nos deux invités. Laurent Trèves, bonjour. Bonjour. Professeur de littérature anglaise en prépa littéraire au lycée Lamartine de Paris. Et Mehdi Cornier, bonjour. Bonjour. Fondateur du site Major Prépa et directeur du Empower College. Alors, la première question, elle est pour vous, Laurent. Vous avez, appris mi-novembre, c'est ça, la fermeture de vos classes préparatoires littéraires pour la rentrée de septembre. Dans quelles circonstances, d'abord, l'information vous est venue? Est-ce que c'est sorti par voie de presse? Est-ce que vous avez été convoqué par le proviseur? Est-ce que c'est le rectorat qui vous a écrit? Comment on annonce qu'une prépa ferme? On entendait depuis plusieurs années qu'il y avait des menaces de fermeture sur l'hypocagne du lycée Lamartine, qui est l'unique classe prépa littéraire et l'unique classe préparatoire de ce lycée. Donc on en entendait parler et on l'a appris par un mail du proviseur qui nous confirmait que les craintes qui pesaient depuis plusieurs années sur la prépa étaient effectives, en même temps que l'annonce de la fermeture de plusieurs autres classes prépa de l'Académie de Paris qu'on déplore également. Donc c'est comme ça qu'on l'a appris. Quelles sont les raisons qui aujourd'hui vous sont avancées, puisqu'on est, si on prenait le cadre de l'entreprise privée, on est dans une fermeture avec peut-être licenciement économique, on est dans des choses qui ne sont pas cool dans le monde de l'entreprise et qui le sont encore moins dans le monde de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit pour faire avaler la pilule? Alors il y a une succession de raisons qui ont été données et qui sont toutes considérées comme invalides sur le plan argumentatif par l'équipe. Et par les autres enseignants de CPGE. La première a été, c'était un ensemble. La première a été que l'hypocagne, la prépa littéraire du lycée Lamartine, souffrait d'un trop faible taux d'élèves boursiers. 8,5%, quelque chose comme ça de mémoire. Ce à quoi on a répondu que la cagne du lycée Chaptal était aussi menacée de fermeture alors qu'elle a 45% de boursiers. Donc on nous a dit oui, mais en fait c'est aussi parce que vous n'avez pas assez d'élèves. On leur a dit c'est étonnant parce qu'on en a 46 sur 48, qu'on est en croissance. Et peut-être un petit point, c'est que ce taux de boursiers, il est géré par le rectorat directement sur Parcoursup. Donc si le rectorat veut plus de boursiers, il suffit d'augmenter le chiffre puisqu'il y a une moulinette Parcoursup qui vient mettre des boursiers. On pourrait faire ça. Il y a une autre difficulté qui est que, comme mes collègues le rappellent dans plusieurs textes, il faut aussi que les boursiers acceptent de venir chez nous. Donc on accepte beaucoup de boursiers. Il faut ensuite qu'ils aient envie de venir dans notre structure. Et qu'on insiste aussi sur le fait que la focale boursier n'est pas forcément toujours la bonne. Dans la mesure où, par exemple, l'hypocagne de Lamartine s'est toujours intéressée à un recrutement d'élèves au profil plutôt varié, qui viennent pour la majorité de banlieue. Aucun des élèves de cette année n'a eu mention très bien au baccalauréat. Et donc, quand on fait peser sur les classes préparatoires l'argument de l'élitisme social et économique, on dit
les critères ne sont pas forcément les bons, ou du moins on ne les entend pas. Ils sont inaudibles à nos yeux au vu du travail que l'équipe fait dans le recrutement de profils de ce style. Midi Corny, on a le sentiment que c'est un peu une bataille qui est menée contre les prépas. L'an dernier, il y avait une réforme des prépas économiques qui visait à vouloir réduire le nombre d'heures de mathématiques, entre autres, qui a été finalement abandonnée. Là, on parle de fermeture de classes prépa. Comment vous, qui avez fondé un site spécialisé sur l'univers de la prépa, Major Prépa, vous analysez ce phénomène ? C'est la conséquence, à mon avis, d'une réforme des lycées qui n'a pas été menée d'une manière cohérente entre le passage du lycée à la prépa. C'est-à-dire que si on prend juste en terminale une statistique rigolote, c'est sur les doublettes prises en terminale. Alors je vais parler du cas des prépas économiques et commerciales, je me permets, mais aujourd'hui on a un volume d'heures de mathématiques qui est extrêmement important, d'où la volonté de réforme l'année dernière. La deuxième doublette la plus prise par les étudiants en terminale, c'est histoire, géographie, géopolitique et économie. Donc sans les maths. Les étudiants n'ont pas accès à une classe préparatoire. Alors on peut le faire avec des maths complémentaires, mais on prend un retard qui est colossal dans les perspectives d'intégration de grande école. Du coup, les prépas perdent des étudiants. Et d'autant plus que finalement, le choix des mathématiques se fait avant tout par des étudiants qui sont non boursiers. C'est-à-dire que moi, je prends les chiffres de la filière économique et commerciale, qui est celle qu'on abordait en priorité et qu'on aborde en priorité sur Major Prépa, même si je ne suis plus à Major Prépa aujourd'hui. Je vais donner le relais à Dimitri Desconniers. Dans cette filière-là, aujourd'hui, on a perdu, alors c'est les chiffres du concours 2023, on a perdu 16% de boursiers en un an contre 2,9% de non-boursiers, et on a perdu 12% de filles contre 5% de garçons. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu désuet de la prépa ? Il y avait le film, et je le rappelais, ça vient du 19e siècle. Il y a aujourd'hui une offre post-bac qui, à coup d'intelligence artificielle, de bachelor of tout ce qu'on veut, fait un petit peu rêver les jeunes. Quand on dit à des jeunes qui vont passer 4, 5, 10, 12 heures à faire des maths, il y a un côté moins sexy, entre guillemets, que d'autres filières. Peut-être aussi en littérature, mais effectivement, on a des raisons qui sont endogènes, et c'est celle que j'expliquais sur la nature des matières enseignées en prépa. Et il y a des raisons évidemment exogènes dans un environnement compétitif où les grandes écoles et d'autres établissements, parfois issus du privé à but lucratif, ont des moyens colossaux de faire leur publicité auprès des cibles étudiantes. Et donc on a vu notamment la C2FM lancer une campagne de communication pour les classes préparatoires, mais l'enveloppe budgétaire consacrée à la promotion de la filière reste ridicule par rapport à ce que peut dépenser n'importe quel bachelor de n'importe quelle école qui recrute au post-bac. Donc on a des vrais sujets sur ça en tout cas. Laurent Trèves, qui en veut aux classes préparatoires selon vous ? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement ce verbatim du rectorat, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça coûte trop cher, c'est ce que certains disent, que le coût d'un étudiant est trop important, que les profs en prépa sont mal payés. On a M. Breghelli qui a fait qui est expert de ces questions, Jean-Paul Breghelli, en tout cas, qui a été expert de ces questions d'éducation, qui dit que les profs de prépa sont payés 8 à 10 000 euros, ce qui est indécent. Qui en veut aux prépas concrètement ? Je pense que c'est multifactoriel, mais que les prépas souffrent encore de l'ancienne image ultra, j'ai pas envie de dire élitiste, mais inverse au principe même de l'éducation, qui serait la bienveillance et l'élévation des élèves, pour rappeler le principe même du mot. L'ancienne garde de peut-être la génération de mes parents, c'est-à-dire de ceux qui sont nés dans les années 50-60, où la prépa était abordable par des élèves qui déjà réussissaient le bac dans des proportions bien moins grandes que ce n'est le cas aujourd'hui, dans des filières où effectivement on était là pour faire réussir les meilleurs et pas pour emmener le plus grand nombre vers une poursuite d'études. Et je pense que les classes préparatoires ont continué de souffrir de ce stéréotype, alors que, et les chiffres le montrent, on a environ 40 000 étudiants qui sont en classe préparatoire. La plupart continuent ensuite dans des études qui sont dans la continuité de la filière qu'ils ont engagée. Là, une statistique vient de sortir aujourd'hui ou hier sur à peu près 90% des étudiants actuels de classe préparatoire considèrent qu'ils s'épanouissent et qu'ils sont satisfaits de leur cursus. Donc, qui veut abattre son chien l'accuse de la rage, comme dit le proverbe. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une perspective de réduction budgétaire qui est mise en place, on va y accoler les anciens arguments de la classe préparatoire qui est là pour détruire, mettre des notes négatives, faire pleurer, etc. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, même dans les grandes prépas parisiennes, dont on entend souvent le nom. Donc de 1 et de 2, la fameuse statistique de M. Breghelli sur les 8 à 10 000 euros par mois. Vous touchez 8 à 10 000 euros, vous ? J'aimerais bien, sur une boîte noire, j'imagine, du ministère.
Certains peuvent sans doute les toucher et j'imagine bien pour eux, je ne sais pas qui ils sont, je serais ravi de les rencontrer un jour. 60 heures de colle par semaine. C'est ça, oui, effectivement, si on fait 15 heures de colle par semaine et qu'on rentre à 22 heures chez soi le soir, peut-être. C'est en tout cas pas mon cas. Donc ça, c'est aussi l'ancien argument, des espèces de mythes qui circulent sur le fait que les professeurs de classe préparatoire seraient payés plus qu'un professeur agrégé de lycée, alors que c'est pas vrai. Ils font juste moins d'heures devant élèves, mais c'est parce qu'il y a une plus grande préparation, enfin des plus grandes heures dédiées à la préparation et ou surtout à la correction des copies. Pour avoir enseigné au collège et au lycée, un paquet pouvait me prendre 4 heures, là ça me prend 50 heures. Donc c'est pas la même répartition de cours. Ça ne veut pas dire qu'on travaille plus, les statistiques sont constantes, les enseignants évaluent à environ 40 à 45 heures leur temps de travail par semaine, que ce soit dans le premier cycle jusqu'en CPGE. Donc c'est constant. Parce qu'il y a moins d'heures en présentiel face aux élèves pour compenser un petit peu la charge qui est lourde. Parce qu'on rappelle quand même que l'objectif de la prépa, c'est quand même de préparer des concours des écoles les plus prestigieuses dans leur domaine, que ce soit des écoles de sciences humaines et sociales ou des écoles de commerce ou d'ingénieurs. C'est quoi le risque, Mehdi Cornillet, à ce désamour, ce désaveu des classes prépa? Est-ce que ça veut dire que les grandes écoles vont devoir aller recruter plus d'étudiants à l'international et moins d'étudiants en français? Est-ce que ça veut dire que certaines écoles vont fermer? Qu'est-ce qui peut être le scénario dans les années à venir? C'est surtout un ascenseur social de moins. Et moi, je retiens vraiment avec cette perspective-là. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait une petite prépa, le lycée La Bruyère, qui doit être à peu près dans le même niveau que le lycée Lamartine côté Hippocagne. Et effectivement, on a des professeurs qui sont là, qui sont d'une bienveillance rare par rapport aux autres filières du supérieur. Et donc, effectivement, pour en revenir à la question initiale, parce que je m'égare évidemment, non, on a un vrai sujet de positionnement de cette filière par rapport à l'écosystème du supérieur dans son ensemble. C'est-à-dire que j'ai une impression, alors ça c'est un argument très personnel, qu'on a une forme de déconnexion entre l'image que les décideurs du ministère de l'enseignement supérieur ont de la prépa, avec peut-être des clichés véhiculés avec cette image du 19e siècle de filière hyper exigeante et qui forcément n'a pas toujours les bons résultats parce que on voit des étudiants aujourd'hui, et ça c'est une corrélation qui est assez vérifiée, c'est-à-dire que quand on passe par le concours des admissions parallèles, on a une meilleure école fréquemment dans les filières commerce en dehors du top 5 que quand on fait une classe préparatoire. Et donc finalement on en revient à se poser cette question de l'utilité même de l'existence de la filière, sachant que les grandes écoles, elles, ont diversifié leurs sources de recrutement. Quand on prend les écoles du top 5, elles ont des taux de croissance annuels de chiffre d'affaires qui sont colossales, de l'ordre d'une dizaine de % par année. Et ça, on peut voir les comptes en ligne sur Papers. Toutes ont adopté des statuts ESC, on peut regarder tout ça. Par contre, de l'autre côté, on crée une ségrégation, peut-être grande prépa, petite prépa menacée de fermeture, mais aussi au niveau des grandes écoles. C'est-à-dire que le CIGEM, aujourd'hui, ne remplit que les 15 premières écoles. Donc on s'arrête à Burgundy School of Business et à ICN. Et derrière, Excel et AM Strasbourg ne remplissent plus. Et donc, on a aussi un questionnement sur à quoi bon avoir une filière soutenue par l'État en région. On a des prépas à Bayonne, on a des prépas à Châlons-en-Champagne, on a des prépas partout en France, alors que le vivier de recrutement se tarit de plus en plus, donc avec cette baisse d'effectifs qu'on a vu de 20% à peu près en 2 ans dans les prépas ECG, et finalement des écoles qui se disent que le système est déséquilibré et créer d'autres voies d'admission. Donc on a aussi cette question de l'utilité de la filière qui se pose pour l'équipe politique du fait de ces statistiques d'attractivité moindre. Mais c'est créer un peu toute pièce puisqu'on rend moins attractif en ayant Exactement. moins de... Et après on reproche aux prépas d'avoir moins boursiers, on reproche aux prépas d'être moins ouvertes socialement, sachant qu'on a créé une réforme du lycée qui les rend mécaniquement moins ouvertes et moins... C'est-à-dire qu'aujourd'hui un étudiant qui aurait fait comme moi un bac S il y a 10 ans, on se posait pas la question, on faisait un bac S, un bac ES, un bac L en fonction de ce qu'on appréciait, mais un bac S, ES nous ouvrait et L nous ouvrait toutes les portes. Aujourd'hui, avec ce choix d'option, on ferme des portes très jeunes à des gamins qui ont 16-17 ans. Et donc, on vient après reprocher aux classes préparatoires de fermer leurs portes à ces gamins à qui la loi a fait qu'on leur fermait des portes. Donc, on est un peu dans une histoire de serpent qui se mord la queue et on reproche aux prépas un mal qui a été provoqué par des acteurs qui aujourd'hui voudraient les fermer. Ça, c'est un vrai sujet. Le serpent qui se mord la queue. Laurent Trèves, que vont devenir les enseignants de votre prépa? Est-ce que vous avez des perspectives? Est-ce que le rectorat vous propose d'aller dans d'autres prépas, de prendre d'autres postes? Ou est-ce que là, pareil, c'est aucune visibilité? C'est extrêmement variable en fonction des enseignants, vu que les mutations et les affectations des enseignants de CPGE sont gérées par l'inspection générale de l'éducation nationale. Et donc chaque enseignant, en fonction de sa matière, de la discipline qu'il enseigne, va être géré par son inspecteur général, qu'on appelle les IG dans le jargon. L'inspectrice générale qui se charge de mon dossier a été très réactive et m'a proposé quelque chose. D'autres sont encore sans réponse aucune et on leur a annoncé qu'ils n'auraient une affectation éventuelle qu'en juin, en raison de la saturation des postes en CPGE dans Paris. Et
Je pense par exemple à l'un des collègues qui est à Lamartine depuis 27 ans et qui est à 1 an de la retraite et à qui on a dit qu'il aurait une mutation annoncée en juin. Voilà. D'autres se sont vus proposer des postes dans des filières qui ne sont pas du tout celles dans lesquelles ils ont enseigné ou dans lesquelles ils excellent. Et donc il y a quelque chose de l'ordre du pis-aller. Et ce n'est donc pas le rectorat qui s'en charge. Pour vous donner un état des lieux, quand le proviseur de mon lycée a appelé le rectorat pour discuter des éventuelles affectations, le rectorat ne savait pas que c'était moi le professeur d'anglais du lycée, il pensait que c'était mon prédécesseur. D'accord. Donc il y a des infos qui ont du mal à remonter. Il ne savait d'ailleurs pas où il était. Donc on leur a dit où il était. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la métaphore des pions qui est souvent donnée. Ici, on l'a ressenti. Alors moi, je suis le dernier arrivé, mais quand je vois mes collègues qui sont là depuis 10, 15, 25 ans, qui sont partis des grandes prépas parisiennes pour venir ici, à Lamartine, en raison du projet pédagogique, de l'équipe, de la stabilité, de l'engagement des projets avec les étudiants, il y a quelque chose de vraiment de tragique du point de vue de la vocation et du dévouement de cette équipe qui vraiment attriste énormément par-delà les éventuels replacements qui nous sont proposés ou qui vont l'être à mes collègues. Et vous restez dans l'univers de la prépa quand même, a priori, d'après les premiers éléments que oui, vous je avez. reste dans l'univers de la prépa, de la prépa littéraire si tout va bien. C'est là où je pense être ma vocation. Et j'en suis ravi, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, moi, je suis chanceux de ce point de vue, et je remercie l'inspection générale là-dessus. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'amertume, quoi. Vu qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas en toute bonne foi à entendre les arguments qui nous ont été donnés. Est-ce qu'il n'y a pas, Mehdi Cornier, vous qui aimez les chiffres, en plus quelque chose aussi par rapport à cette baisse démographique qui est annoncée, dans laquelle on est en train de s'engouffrer le président Emmanuel Macron parlait, le terme m'échappe, du réarmement démographique avec cette idée d'aller en guerre, de refaire des enfants. Là, on est dedans, il y a aussi un vivier de lycées en terminale qui se tarit. Est-ce que ça ne veut pas dire que ces fermetures-là vont devoir arriver, comme les fermetures de classes maternelles, primaires? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est une suite logique? En fait, si on regarde au niveau des prépa UCG, on a une croissance des effectifs assez continue entre 2009 et 2019 notamment. On a profité de cette vague du boom des années 2000, de réarmement démographique qui a été initié par du coup, on arrive à François Mitterrand, je pense, à l'arrivée des socialistes au pouvoir en 80. Et effectivement, cette porte se ferme. Totalement, et effectivement on a des effectifs qui aujourd'hui diminuent fortement. D'ailleurs je me trompe, c'est Chirac plutôt 95, j'ai fait 2 fois le plutôt là, niveau mathématiques rien ne va plus et ça fait des années que j'ai arrêté, donc forcément je suis plus dedans. Non, pour le coup on a effectivement une baisse de ces effectifs là, mais si on regarde l'ensemble de l'effectif du supérieur, on est toujours en très forte croissance, c'est-à-dire que la classe d'âge qui atteint l'âge du bac fait que même si démographiquement on peut être en baisse de 1, 2, alors là on a des chiffres qui sont plus terribles, hein. On regarde le taux de fécondité par femme, on tombe à 1,6 contre 2 il y a encore quelques années, donc là c'est un sujet pour dans 20 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser l'argument démographique pour justifier d'une baisse du nombre de prépas qui ouvrent par rapport à la tête de marché. Non, et surtout quand on regarde les filières, alors encore une fois, je parle des filières économiques et commerciales, mais le nombre d'étudiants qui étudient en école de commerce aujourd'hui n'a jamais été aussi élevé. On est sur des taux de croissance de l'ordre de 10 points par an. Donc il n'y a juste pas de raison démographique en tout cas de fermer les prépas. Il faut rappeler aussi que quand on parle de classe préparatoire, les effectifs à l'intérieur sont extrêmement variables. Certaines classes prépa sont à 15 élèves, quand d'autres à Paris sont à 60. Exactement. Quand l'effectif légal est de 48, rappelons-le même, ou 50. Donc il y a des chiffres qui varient d'un établissement à l'autre. Oui, et donc on peut aussi manipuler les classes comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que le rectorat manipulait les chiffres pour justifier de la fermeture des 4 classes préparatoires de cette année. Mais si on répartit les 60 sur 2 classes de 30, par exemple, on se rend compte qu'on n'a pas forcément de fermeture de classe. La question est quel effectif on veut, quel budget on est prêt à mettre. Mais c'est plus une histoire de politique éducative que d'évolution démographique. Il y a aussi un paradoxe sur les fermetures de classes prépa annoncées, c'est qu'on ne parle pas de prépas qui sont en manque d'effectifs. Pour les 3 prépas UCG qui pourraient fermer à la rentrée prochaine, on parle de prépas qui sont pleines, qui ont des boursiers et qui en ce sens participent complètement au projet de méritocratie que prônent certaines personnalités politiques en ce moment. Donc c'est contradictoire, je trouve. Je le disais en vous présentant, Mehdi Cornier, directeur d'Empower Collège. Ça va être aussi une forme d'alternative à la prépa que vous êtes en train de construire. En tout cas, à travers ce projet, vous avez envie de proposer une alternative qui remette en route l'ascenseur social. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors Empower College, c'est une école d'ascension sociale qui vise à permettre à des enfants issus de tout milieu d'intégrer des grandes écoles de commerce par le biais d'un cursus gratuit en alternance. Et donc, dans ce cadre-là, l'objectif, c'est justement d'accompagner des étudiants qui soit n'auraient pas pu faire de classe préparatoire
après la terminale parce qu'ils ont eu des choix de matière ou même des choix de voie qui les empêchent de le faire, ou bien des étudiants qui juste n'auraient jamais pensé à l'idée de faire une prépa. Et donc, de manière assez pragmatique, aujourd'hui, on a un marché qui est en plein essor, qui est celui des études en alternance. Les entreprises sont très aidées, les centres de formation aussi bénéficient, et je n'hésite pas à le dire, d'un niveau de financement trop généreux de la part de l'État, ce qui permet donc à des écoles d'émerger. Et donc moi, je me suis dit qu'effectivement, dans ce cadre-là, aujourd'hui, où on a de plus en plus de fonds d'investissement privés qui prennent le marché de l'éducation et qui profitent de ces niveaux de prise en charge très généreux, qu'on pouvait aussi profiter de ce financement-là par l'État, pour justement créer des dispositifs d'ascension sociale où, en combinant du BTS ainsi qu'une année préparatoire au concours AST des grandes écoles, on peut aussi donner à des jeunes qui, peut-être auparavant, oui, auraient fait une classe préparatoire, mais de leur redonner cette perspective d'intégrer une grande école. Là, aujourd'hui, ils sont matraqués de marketing pour des écoles parfois discutables, et ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Et vous aurez besoin de professeurs de littérature anglaise, peut-être ? Peut-être. Alors, pour le coup, justement, en parlant des langues étrangères, c'est un vrai sujet de déterminisme social, parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui a pu faire des voyages linguistiques au lycée aura, ou même au collège ou auparavant, aura un niveau excellent, tandis qu'un étudiant qui, comme dans mon cas, passera un concours AST après son BTS, en général est bien moins bon en langues étrangères qu'un étudiant qui viendrait de l'université ou d'une voie tierce. Donc oui, j'aurais besoin de profs d'anglais potentiellement. Des synergies à mettre en place. Laurent Trèves, en quelques mots, c'est quoi la suite pour vous ? Est-ce que les mobilisations continuent ? On sait qu'il y a eu des mouvements de grève qui ont été faits. C'est d'ailleurs assez rare pour être souligné, parce qu'en général, les étudiants en prépa ont beaucoup de travail, mais là, ils ont pris le temps aussi de se rejoindre à cette mobilisation. Quelles sont les suites pour vous ? Alors les suites au niveau national, un collectif a été créé pour essayer de défendre les CPGE et de continuer la mobilisation, vu que Parcoursup ayant ouvert les classes qui ont été annoncées, dont on avait annoncé la fermeture, sont effectivement absentes du dispositif. Comme à l'inverse, on voit que les classes qui avaient été annoncées comme devant être créées à la rentrée ne sont pas non plus sur Parcoursup. Ouais. On se dit qu'il reste peut-être un espoir. D'autres manifestations ou mobilisations sont prévues par le collectif. On était 1500 la fois dernière, 8000 à l'échelle nationale. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se mobilise, quelque chose qui est en mouvement. On espère en tout cas que si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour la suite, vu que les professeurs de CPGE et les étudiants croient vraiment profondément au bien fondé de cette structure, par-delà les stéréotypes, et que c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher, parce qu'on veut montrer qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la stabilité et de la puissance éducative dans cette structure. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler des classes préparatoires et des réformes en cours, si on peut appeler ça des réformes. Merci beaucoup. On marque une courte page de pub et on va tout de suite pour la suite du Grand JT de l'éducation. De retour dans le Grand JT de l'éducation, merci d'être avec nous. J'accueille notre invité du Bon Point, Samuel Clos. Bonjour. Auteur à la maison Hachette, pratique de père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie. Un ouvrage qui se lit bien, qui est très intéressant, dans lequel on plonge dans votre histoire, et une histoire qui n'est pas banale. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en médecine et vous devenez papa. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, quelles décisions à ce moment-là vous prenez? En fait, moi j'étais étudiant en médecine, donc j'étais en 3e année à l'époque, et puis il s'avère qu'on avait eu envie d'avoir un enfant assez tôt. Et je me suis dit, bah ok, on y va. Et puis en fait, c'est arrivé très tôt, puisque ma femme est tombée enceinte quand on avait 20 ans. Et là, ça a été un peu l'élément déclencheur, en fait, où je me suis dit, ok, bon, t'es très malheureux dans tes études. De toute façon, tu vas pas aller au bout. Est-ce que tu profiterais pas de l'arrivée de ton fils pour vraiment te dire, là, c'est le moment de changer de voie? Vous étiez en quelle année, mais J'étais en 3e année. Donc, d'accord, donc il y avait quand même eu le barrage de la première année, les premiers stages, les premières dissections. Oui, les premières dissections qui sont pas les meilleurs souvenirs de ma vie, pour être tout à fait honnête. Mais en fait, j'ai très vite réalisé que le monde hospitalier, le monde du soin, c'était pas pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui ont une vocation, j'en faisais pas partie. Mais c'est vrai que j'avais déjà passé 5 ans là-bas, puisque j'avais retapé ma première année et retapé la 3e. Donc j'étais en train de retaper la 3e, c'était un peu le bout de la piste pour moi, pour être tout à fait honnête. Et l'arrivée de mon fils a fait que je me suis dit, ok, bon, tu arrêtes médecine,
qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, qu'est-ce qui te rend heureux. Et ça faisait quelques mois que notre fils était arrivé. Ma femme allait repartir au boulot parce que elle avait pris un congé maternité de 6 mois, mais Elle était dans quel secteur, elle? Elle a son entreprise, donc elle avait pris vraiment 6 mois pour elle. Et puis après, elle voulait quand même, parce que ça la passionne, retourner à ses occupations. Et donc il fallait trouver la nounou, ou la crèche, ou le... Voilà, ouais. Et là commence un peu toute la logistique et le stress de dire est-ce qu'on va trouver quelqu'un de bien, est-ce qu'on va... Et donc, en fait, la solution, elle s'est dit, mais attends, vu que moi je vais arrêter médecine, qu'on galère à trouver quelqu'un et que voilà, on sait pas vers qui se tourner, pourquoi on prendrait pas le raccourci de se dire c'est moi qui vais m'occuper de mon fils puisque je suis là de toute façon. Et donc en fait la décision elle s'est faite assez facilement et on est parti sur ce système en se disant tant que ça fonctionne pour tout le monde, on va continuer et au final ça a duré 3 ans. Donc ça a à peu près fonctionné pas mal. Père au foyer, donc. Aujourd'hui, vous l'êtes encore ou vous n'êtes plus père au foyer? Aujourd'hui, mon fils, il est scolarisé, donc j'ai une activité professionnelle à côté. C'est vrai que je suis très impliqué dans son éducation et dans tout ce qui est logistique, mais je pourrais pas dire que je suis père au foyer encore aujourd'hui, étant donné que j'ai beaucoup d'autres activités, comme celle, par exemple, d'écrire ce livre qui m'a pris un petit peu de temps. Oui, justement, vous le disiez, des méthodes d'éducation que vous voulez très importantes. Vous êtes au cœur de l'éducation qu'on dit éducation positive, parentalité positive. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire concrètement? Oui, bien sûr. Alors en fait, on peut l'appeler de plein de façons différentes. Il y a plein de dénominations possibles. Mais en fait, pour moi, et ça c'est vraiment mon point de vue personnel, l'éducation, c'est avant tout l'éducation positive. C'est avant tout le respect des besoins de chacune et chacun au sein du foyer, c'est-à-dire de l'enfant, mais aussi du parent. Essayer de faire coïncider tous ces besoins-là sans violence. Et c'est le cœur du sujet. Tout type de violence, c'est ça tout qui est type très de violence. intéressant. Et d'ailleurs, on a commencé un petit peu à avancer sur ce sujet-là en France, même si c'est assez difficile de venir à bout de certaines idées préconçues sur le rôle du parent, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et l'idée, c'est vraiment de bannir les violences, donc évidemment physiques, bien sûr, mais aussi tout ce qu'on appelle les 12 violences ou les violences éducatives qui n'ont rien d'éducatif, pour être tout à fait honnête. Ça peut être quoi, par exemple? Le chantage, la punition, la menace. Le fait d'arrêter de parler à son enfant, l'ignorer. Oui, bien sûr, l'ignorer, l'enfermer dans une pièce, ce genre de choses qui, techniquement, ne sont pas de la maltraitance, mais qui en fait sont d'une violence inouïe pour les enfants et qui marquent à vie les enfants et surtout qui font de la peine aussi aux parents. Et donc en fait, il faut trouver des solutions pour aller vers quelque chose de plus positif tous ensemble. C'est l'idée et c'est ce dont je parle dans le livre. Ça convient à tous les enfants, la parentalité positive? Bah oui, bien sûr. En fait, bannir la violence dans l'éducation, il n'y a aucune contre-indication. Oui. Donc après, ça convient évidemment à tous les enfants. Parce que la question derrière ça, c'est aussi parfois les parents traversent des situations avec un enfant qui se rebelle, avec un enfant qui va revenir de l'école avec une punition parce qu'il a mal travaillé. Et là, il y a le réflexe des parents de l'engueulade, de pousser un cri. Comment on fait pour donner des limites, donner un cadre, mais sans rentrer dans le « t'as ramené un 4 sur 20 en maths » ou « t'as frappé un camarade dans la cour, je vais pas te crier dessus ». Qu'est-ce qu'on fait à la place? En fait, l'idée, c'est plutôt de se demander qu'est-ce que ça apporte de crier ou qu'est-ce que ça apporte de menacer ou d'engueuler son enfant. Enfin, je veux dire, moi, en l'occurrence, il n'y a pas de notes encore, il est un peu petit, mais je veux dire, ça arrive que ça se passe mal à l'école, on en parle, on essaye d'identifier ce qui s'est passé en termes d'émotions, en termes de besoins, parce que, en fait, une crise, une violence d'un enfant ou une situation un peu difficile avec un enfant, c'est avant tout le besoin d'un enfant qui n'a pas été correctement exprimé déjà par lui, parce qu'ils n'ont pas forcément les outils pour, correctement compris par l'adulte aussi, et qui crée une émotion qu'en plus l'enfant a du mal à identifier, parce que c'est clair, déjà nous en tant qu'adultes, on a du mal à savoir quand on est en colère, quand on est triste ou quand on a peur. Un enfant, c'est décuplé, donc c'est très difficile pour eux. Donc l'idée, c'est plutôt d'accompagner, de dire ok, je comprends, ça s'est mal passé, comment on peut trouver des solutions la prochaine fois pour que ça se passe mieux. Et c'est ça que j'aime bien dans cette éducation, c'est que au final, moi, j'apprends tout autant que lui à fonctionner sans violence parce que on n'a pas appris ça en étant enfant de nous-mêmes. Donc c'est très enrichissant et je pense que tous les enfants bénéficieraient de vivre avec des parents qui justement les respectent et essayent de les comprendre plutôt que d'essayer de les formater dans un modèle qu'on attendrait d'eux, quoi. Vous vous confiez aussi dans le livre sur certains choix que vous avez faits. Alors à l'heure où Emmanuel Macron parle du réarmement démographique et le fait qu'il faut faire de plus en plus d'enfants, vous avez pris une décision avec votre partenaire. La décision, c'est de n'avoir qu'un seul enfant et vous êtes donc passé par la case vasectomie. Tout à fait. Pourquoi cette décision? Est-ce que quand vous entendez parler de réarmement démographique, du fait de devoir produire de plus en plus d'enfants, et j'emploie le terme produire à bon escient, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je trouve ça très effrayant, pour être tout à fait honnête, qu'on emploie ce genre de mots. Pour moi, faire des enfants, ça peut pas être une arme. Donc, voilà, il y a aucun monde dans lequel ça paraît logique qu'on réfléchisse comme ça. Donc, moi, j'ai fait le choix d'avoir qu'un seul enfant, tout simplement parce que je ne me suis pas senti capable d'en avoir plus et de fournir toute l'énergie
que j'ai fourni pour le premier à d'autres enfants. J'ai d'autres projets de vie, j'ai d'autres chemins que j'ai envie d'explorer et donc j'ai fait le choix de m'arrêter là. Et pour pouvoir partager équitablement, puisque ça faisait 10 ans que c'était ma femme qui portait la charge contraceptive, pour pouvoir la partager un petit peu équitablement, j'ai décidé de faire une vasectomie pour régler la situation et qu'on n'en parle plus. Après, franchement, ce que ça m'inspire, c'est que je trouve ça assez... je trouve qu'il y a une méconnaissance globale de la situation et je pense que on ne peut pas pousser les gens à faire des enfants juste en disant il faut réarmer la nation. Je pense qu'il y a une vraie question d'épanouissement des parents, d'épanouissement des enfants et du monde de la petite enfance et de l'enfance en général et qu'il faut se poser plutôt ces questions-là avant de se poser la question de la fertilité ou de l'envie des gens de faire des enfants. Vous partagez aussi votre quotidien de papa sur les réseaux sociaux. C'est important de montrer, et puis c'est aussi le cas du livre, c'est important de partager pour vous, de montrer que c'est possible. Oui, bien sûr. En fait, moi, l'idée, c'était vraiment au départ de dire, en fait, il y a un autre chemin qui est possible. Je dis pas que c'est le chemin que tous les papas doivent prendre. On peut pas tous passer 3 ans au foyer avec son enfant. Ça a été un vrai privilège de le faire pour moi. Mais par contre, la posture que j'ai choisi d'adopter, on peut toutes et tous l'adopter. Et j'ai juste envie de le mettre en lumière, le fait que c'est pas parfait. Moi aussi, des fois, je suis défaillant et je l'accepte et je le reconnais. Mais ça marche aussi. Et il y a plein de petites réussites du quotidien à faire ce choix de la parentalité positive. Et j'avais envie de le mettre en lumière. Et c'est ce qui m'est permis par les réseaux sociaux et par le livre, entre autres. Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie, c'est le livre de notre invité que je conseille vivement de lire si vous avez envie d'explorer ces thématiques. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tout de suite on retrouve Guillaume Buan pour sa chronique. Guillaume, vous nous l'avez promis la semaine dernière, je regardais School, j'ai les noté dans mon petit agenda, dans mon petit carnet. 2024 rime avec élection, qu'elle soit présidentielle, sénatoriale, législative ou encore par référendum. On vote sur les 5 continents. On va faire le petit tour un petit peu de là où on va glisser son bulletin dans l'urne. Exactement. La Finlande, le Salvador, Azerbaïdjan, l'Indonésie ou encore le Portugal, l'Afrique du Sud et l'Islande. C'est toute la moitié de la population qui va voter. Cela représente près de 4 milliards de personnes. Plus d'une trentaine de pays vont choisir leur président. Une vingtaine d'autres leurs parlementaires, d'autres seront soumis à des référendums, c'est-à-dire une question, la réponse oui ou non, c'est ce qui attend donc certains pays également. Alors certaines de ces élections sont, il faut le dire, particulièrement scrutées. On va regarder un petit peu celle-ci. D'abord, il y en a une qui est très attendue, qui arrive dans moins de 2 mois. C'est la présidentielle en Russie qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain. Sans surprise, Vladimir Poutine, 71 ans au pouvoir depuis 2000, devrait être réélu à sa succession. Il pourrait ainsi briguer son 5e mandat. Pas de suspense, d'autant plus que ses opposants sont pour la plupart emprisonnés ou encore poussés à l'exil, voire écartés, comme cette journaliste qui a tenté de faire sa candidature. Et la commission électorale russe a refusé cette dernière. Près de 110 millions d'électeurs sont donc attendus dans les urnes, tout en sachant que la guerre, elle continue également en Ukraine, que de nombreux jeunes sont mobilisés avec l'élargissement de ce service militaire qui est poussé à l'âge de 30 ans et ce, dès 18 ans. En Ukraine également, il devait y avoir des élections, elles ont donc été reportées. Il aura quand même des opposants face à lui, Vladimir Poutine ? En l'état, non. Pour l'instant, non. Bon, voilà, une élection qu'on va scruter avec beaucoup d'attention. En Inde, un scrutin important pour le pays qui est devenu le plus peuplé du monde en 2023. Tout à fait, près d'1 milliard, là cette fois-ci, d'Indiens appelés aux urnes au printemps prochain pour renouveler la chambre basse du Parlement. Objectif, 3e mandat pour Narendra Modi, au pouvoir déjà depuis 2014 et qui voit son parti dans les sondages donner largement vainqueur. Alors aujourd'hui, la moitié des Indiens ont moins de 25 ans. Certains sont d'ailleurs en adéquation avec la politique qui est mise en place. Écoutez cet étudiant au micro de France 24. Nous pouvons voir aujourd'hui que l'Inde fait partie des 5 premières économies mondiales, alors qu'auparavant, ça n'était pas le cas. Narendra Modi a répondu à mes attentes. Son patriotisme et celui du parti, c'est d'un tout autre niveau. Alors il y a d'autres étudiants qui, au contraire, se sentent lésés par ce ministre. Le plus gros problème est l'inflation. Tout est devenu si cher. Par exemple, l'éducation. Ce semestre encore, mes frais de scolarité ont doublé par rapport à ce que j'ai payé pour le semestre dernier. Avant, c'était 3 000 roupies. Maintenant, je dois en payer plus de 6 000. Alors dans ce pays, le taux de croissance est environ de 7% par an. Le chômage est à son plus haut niveau depuis les années 80. Ah, direction les États-Unis. Cette fois-là, on va voter. On va voter avec beaucoup de suspense pour connaître le nom du 47e président américain. Ça sera le 5 novembre prochain. Tout à fait. Joe Biden, 81 ans, candidat à sa réélection. Face à lui, Donald Trump, 77 ans, qui compte bien revenir à la Maison-Blanche, malgré, il faut le rappeler, ses 91 inculpations dans 4 affaires pénales. Oh ça peut donner des bonnes idées ici en France. Rien n'est perdu. Pour terminer, le 9 juin prochain, nous sommes appelés à nous rendre aux urnes pour voter pour les élections
européenne. Quelques 400 millions de personnes, là aussi, appelées à voter, qui font partie des 27 pays États membres de l'UE, qui vont élire 720 eurodéputés l'année dernière. Lors de la dernière élection, en 2019, et après 25 années de baisse, la participation de l'électorat français est repartie à la hausse de 8 points. On était à 50% alors qu'on était à 42% en 2014. En France, c'est 47 millions de personnes qui sont inscrites. Les regards sont tournés donc vers la jeunesse. Lors de la dernière élection présidentielle, la participation des jeunes était moins importante que le reste de la population. C'est ce que nous explique Jean-Daniel Lévy, les directeurs délégués chez Harris Interactive. Un peu plus de 40% des jeunes, c'est-à-dire des personnes qui sont âgées de moins de 24 ans, qui ne sont pas déplacés pour aller voter. Si on prend les autres tranches d'âge, ces 40% se transforment en 38% des 25-34 ans, 35% des 35-49 ans, et évidemment, cela baisse avec l'âge des personnes qui sont interrogées. Donc plus on est jeune, moins la participation est élevée d'une manière globale, et notamment au cours de la dernière élection présidentielle. Alors, y aura-t-il une mobilisation aussi de la part de la jeunesse? C'est une question que l'on peut se poser. De ce que me disait Jean-Daniel Lévy, il y a très peu de Français qui sont inscrits, d'ailleurs, dans les formations politiques, très peu de Français qui militent également. J'ai posé la question, justement, concernant la mobilisation à Lenny Steinmetz, il est vice-président du parti politique Allons Enfants. Je sais pas trop. En plus, la politique, c'est assez tabou. Chez moi, on vote comme ça, donc je sais pas si je peux m'engager avec vous parce que vous êtes plus à gauche. Du coup, il y a vraiment, en tout cas chez les jeunes, cet aspect un peu d'autocensure qu'on aimerait dépasser parce qu'aujourd'hui, pour nous, l'engagement, c'est central, c'est hyper important sur un plan d'une démocratie saine, sur un plan même personnel. Et donc, forcément, chez les jeunes-là, on va avoir des jeunes qui sont assez sceptiques et d'autres qui vont être vraiment très très happés par le sujet, qui vont dire c'est trop bien, je cherche une voix, je cherche quelqu'un pour qui voter, je cherche à m'engager. Alors l'engagement, justement, il en est question auprès de ces jeunes et il y a beaucoup de questions qu'ils se posent là aussi, notamment les thèmes de prédilection. Je vous propose d'écouter toujours la réponse de Lenny Steinmetz. Le côté la politique c'est un truc de vieux, parfois on peut retrouver ça, on voit, nous on s'engage, on préfère faire des manifs, on préfère s'engager dans des assos et puis en fait tout se recoupe quoi, genre vous faites aussi de la politique quelque part et c'est ce qu'on essaye vraiment chez nos enfants de reprendre en innovant un peu dans les méthodes de faire de la politique, les manières de faire de la politique. Aujourd'hui on va essayer par exemple avec nos apéro, on va dans un bar et on discute tous ensemble de politique. On va pas forcément faire des choses très formelles, on va essayer d'utiliser, de voir ce qui plaît aussi aux jeunes. La mobilisation, donc une manière aussi de s'engager, des échanges, des apéros, c'est ce que prône justement ce parti politique Allons Enfants, et ce sur différents thèmes. Écoutez toujours la réponse de Lenny. On entend pas mal, c'est quand même le réchauffement climatique aujourd'hui, l'inclusion de certaines communautés, comme les LGBTQI+, également des questions d'éducation, parce que même si les jeunes, passé 18 ans, on n'est plus tous dans le système scolaire, il y a quand même cette idée de nous, on veut travailler aussi, on veut aider à ce que l'éducation aille dans un sens, qu'elle soit plus inclusive. Pouvoir d'achat, c'est sûr. Aujourd'hui, on voit des files pour les distributions alimentaires qui sont scandaleuses. Il faut qu'on puisse manger. Les étudiants, on est pour la plupart assez précaires. Donc la question du pouvoir d'achat, la question des bourses reviennent souvent. Mais malheureusement, s'engager, c'est parfois difficile. Justement, c'est ce que m'a expliqué Jean-Daniel Lévy de chez Harris Interactive. Écoutez. Ils ont peur d'être mis en porte-à-faux de la part de leur entourage ou de la part de leurs proches. Certes, tu fais des choses pour les déchets, contre le dérèglement climatique ou d'autres actions qui sont tangibles immédiatement, mais regarde quand même, tu t'es quand même acheté un pull à travers une marque qui va avoir recours à soit de la main-d'œuvre dans des pays d'Asie du Sud-Est, soit éventuellement qui va consommer beaucoup d'énergie. Donc il y a toujours en fait cette forme de culpabilité qui existe de la part d'une partie de la jeunesse sensible aux thématiques écologiques et environnementales, par exemple, avec le sentiment qu'ils peuvent être aisément, entre guillemets, être mis en porte-à-faux. Alors il y a également une question que l'on se pose, c'est la jeunesse est-il écoutée? La jeunesse qui descend dans les rues, qui se mobilise sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les politiques écoutent les jeunes? Je vous propose d'écouter la réponse justement de Lenny Steinmetz. L'abstention des jeunes aux élections, ça en dit long, je pense, sur le fait qu'ils se sentent écoutés. Pourquoi aller voter si après, on n'est pas écouté ou après, on ne fait pas ce qui est prévu au programme ou autre? Et il y a également un mot qui revient, c'est la considération. Oui, ces jeunes ne sentent pas considérés là aussi par les politiques, c'est ce que nous a expliqué Jean-Daniel Lévy.
il reproche aux responsables politiques de les considérer comme étant des jeunes et pas forcément comme étant des citoyens. Et donc de proposer soit des modalités d'expression, soit des politiques publiques qui vont s'adresser à la jeunesse pour ce qu'elle est. Et ils ont envie, que ce soit à l'égard du monde politique comme à l'égard du monde du travail, d'être considérés comme étant des adultes comme les autres. Alors, il y a également l'arrivée des nouvelles générations, notamment Gabriel Attal, Jordan Bardella, qui est tête de liste également aux élections européennes, ou encore Manon Aubry. Mais l'arrivée de ces jeunes, il semblerait, ne change rien. Les jeunes se reconnaissent pas spécialement dans ces propositions. Je vous propose d'écouter la réaction de nos intervenants. Les jeunes qui votent, par exemple, pour Jordan Bardella déclarent pas qu'ils votent pour Jordan Bardella parce que lui est jeune. C'est vraiment l'idée de se dire qu'ils ont des codes, ils arrivent à leur parler, ils arrivent à être compréhensibles, ils arrivent à être audibles, ils arrivent à faire des propositions qui globalement leur conviennent, mais c'est pas une forme de vote générationnel qui sera incarné justement par l'un ou par l'autre. Et pour Léni Steinmetz, c'est une très bonne chose malgré tout qu'il y ait un peu de jeunesse dans les partis politiques. Écoutez. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça y est, ça peut changer parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont médiatisés. Mais il y a quand même cette idée-là de « Ah, les jeunes, il y a des jeunes ». Ça, forcément, ça interpelle, ça peut réintéresser. Sur un plan idéologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur un plan de suivre l'actualité, suivre l'actualité politique, médiatique, ça peut avoir un effet. J'espère que ça aura un effet. Alors, les résultats d'un sondage Eurobaromètre, un post-électoral sur ces dernières élections européennes de 2019 nous montrent également que les moins de 25 ans ont plus voté également pour les 25-39 ans, plus nombreux à voter donc qu'auparavant. Notez qu'il y a donc cette élection européenne, ce sera le 9 juin prochain. Et bien voilà, c'est dans les agendas. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous et de cet éclairage très complet. Tout de suite, eh bien, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invité, c'est le chanteur Malo. Et à quel moment tu te dis, allez hop, je vais en Australie? Alors, suite à ça, après ce coup de téléphone, j'ai commencé à entamer des recherches parce que... Tout seul? La ligne a coupé. Et j'avais aucun moyen de la contacter, j'avais pas d'email, j'avais pas de numéro de téléphone sur lequel pouvoir la rappeler. Et il n'y avait pas Facebook à l'époque. Donc j'avais regardé sur des annuaires mondiaux pour essayer de retrouver avec les quelques infos que j'avais. Impossible de la retrouver parce qu'en vérité, elle habitait sur un bateau. Donc il n'y avait pas de boîte postale ni quoi que ce soit. En fait, il n'y avait pas de téléphone fixe. Très compliqué de la retrouver. En plus, elle était mariée. Donc longue histoire. Mais... Comment tu fais ? J'ai abandonné en fait. J'ai regardé pendant 1 an, j'arrivais pas à retrouver un moyen de la recontacter, donc j'ai abandonné, elle n'a pas rappelé. Et Facebook est arrivé. Ouais, Facebook est arrivé quand j'avais 14 ans. J'ai un ami dans la classe qui m'a dit viens chez moi après les cours et tout, faut que je te montre quelque chose, Facebook, etc. Et je tape son nom sur Facebook et je l'ai retrouvé. Et à partir de ce moment-là, on a discuté un petit peu et puis très rapidement, le désir de devoir la rencontrer était trop fort. Je lui ai dit, je suis prêt à tout quitter là, il faut qu'on se voit. Et elle m'a envoyé les billets d'avion, elle m'a inscrit dans une école en Australie. Et alors, je peux te dire, on se rend compte, non? Elle t'a inscrit dans une école? Ouais, aller en Australie, c'est pas la porte à côté, non. Donc finalement, si j'y vais pour de bon. Il fallait être sûr d'avoir une entente avec... C'est ça, ouais. On ne pas finalement. Absolument, c'était particulier. Mais j'ai toujours été d'humeur... Aventurière? Aventurière, ouais. J'ai toujours été un petit aventurier quand j'étais petit. J'aimais bien partir de la maison, faire mes trucs, quoi. Et ton papa? Mon père, je pense qu'à un moment donné, c'était inévitable. Il savait qu'un jour, ça allait arriver, sans doute. Donc, quand j'avais 15 ans et demi, je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai des billets d'avion et je pars. Donc, est-ce que tu peux m'emmener à l'aéroport? Parce qu'on était à Caen. Et il fallait que j'aille à l'aéroport de Paris. Et c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion, d'ailleurs. Mais non. Donc, si. donc voilà, donc il m'emmène là-bas et puis on se dit au revoir. Et en vérité, je savais pas combien de temps j'allais partir. J'étais peut-être parti dans ma tête pour toujours. Et on s'est dit au revoir à l'aéroport. Et puis je suis arrivé en Australie 30 heures après. Parce que c'est un long voyage. C'est un long périple, oui, pour l'avoir déjà fait. Et du coup, les retrouvailles? La rencontre, en fait. C'était incroyable. C'était à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je passe le portique, etc. Et là, elle m'accueille avec mes 3 demi-sœurs que je connaissais pas.
C'est pour ça que tu dis que tu as des demi-sœurs. Ouais, voilà. Écoute, on a eu. Et elle avait refait une vie là-bas, et puis... Mais elle était australienne? Elle est française et australienne, ouais. Elle a passé beaucoup plus de temps en Australie qu'en France, finalement. Mais elle a rencontré mon père en France. Mais le choc pour le petit canet c'est ça. qui arrive, parce que pour avoir grandi dans cette ville, c'est une petite ville de province toute simple, ça a dû être... C'était un contraste énorme. Bon, après, le point commun, c'est qu'à Caen, on n'est pas très loin de la mer. Et à Sydney, c'est quasiment la plage tout du long. Oui, comparons la même chose. Pas les mêmes plages. Pareil. Pas les mêmes plages, mais... Et là-bas, la scolarité là-bas se fait comment? Alors la scolarité, c'était très... T'es en troisième? Très différent. Ouais, je suis rentré en équivalent de seconde là-bas. En fait, j'étais déjà en seconde quand je suis parti, et quand je suis revenu, j'ai refait une année de seconde là-bas pour me remettre à niveau dans une aussi. école Parce que française? Non, complètement australienne. Donc suivre les cours en anglais et tout, pas de ouf, non, pas de ouf. Donc arriver là-bas et se retrouver avec des cours mathématiques, un bouleversement total dans ta vie. Ouais, complètement. À 15 ans, quoi. Mais à cet âge-là, finalement, c'est assez facile. On s'adapte rapidement. En fait, notre cerveau est suffisamment libre, en fait, a suffisamment d'espace pour pouvoir intégrer des choses comme ça rapidement. En l'espace de 3 mois, j'étais bilingue et je comprenais complètement les cours et j'avais des copains et des copines et ça allait. Et il n'y a pas eu des moments de déprime au tout début où tu t'es dit « Wow, pourquoi j'ai fait ça? Mes amis me manquent, mon papa me manque. » Si, mes amis français m'ont beaucoup manqué. Et puis, je sais pas, j'étais content, j'avais l'impression de faire quelque chose de ma vie. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque quand j'étais à Caen. Mais c'est marrant parce que toute mon enfance, j'avais toujours ce truc qu'il y avait quelque chose qui me manquait, une espèce de folie. J'attendais quelque chose en fait et j'attendais probablement ça. Et quand c'est arrivé, j'avais l'impression d'être à ma place. Et du coup, tu es allé vivre chez elle à ce moment-là? Okay. Je suis allé vivre chez elle. Et ça se passe bien avec les demi-sœurs? C'était un peu lunaire au départ parce que j'arrive comme ça. Et tout d'un coup, plein de demi-sœurs. J'arrive un peu de nulle part et je parlais pas très bien anglais au début, donc on avait du mal à se comprendre. Mais globalement, oui, c'était très mignon. Il n'y avait pas de souci. Tu fais combien de temps là-bas? Je suis resté de mes 15 ans et demi, 16 ans à mes 18 ans et finalement, c'est la musique qui m'a fait revenir en France parce que sinon je serais encore là-bas. Pourquoi? Je me suis fait repérer par une maison de disques française en fait et... Parce que tu faisais des scènes en Australie? Je faisais des scènes en Australie, j'avais des propositions, j'avais une proposition aussi en Australie de signer à 18 ans tout frais. Et en fait ça commençait à s'exciter sérieusement en France. Et il y a un producteur qui s'appelle Marc Tenon qui a tout misé en fait. Il m'a dit il faut que tu reviennes en France parce que je suis certain que tu as un destin ici. Et j'étais en mode, ok, bon. Ben, mon père me manquait en plus à ce moment-là, donc j'ai dit, ok, je veux bien revenir. Il m'a tout payé, Marc Tenon, là, il m'a payé mon billet d'avion, il m'a payé un appart à Paris. Donc je suis resté 1 an ici, en attendant de m'installer, retrouver des habitudes et tout. Et c'était finalement assez brutal de quitter l'Australie à nouveau pour revenir à Paris où je connaissais personne. Ça, c'était un peu dur. Mais c'est pour ça qu'après, je suis retourné habiter à Caen un petit peu pour me réancrer et retrouver mes amis d'enfance. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Malo. Merci beaucoup Malika. Et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV que vous avez peut-être loupé. C'est le Zap. Pour gagner du temps dans cette prise en charge, justement, vous proposez avec Poppins un premier diagnostic en ligne, le temps d'obtenir un rendez-vous auprès d'un professionnel, c'est ça? Alors, plus exactement, notre démarche, c'est d'apporter des outils qui viennent en attente ou en complément de l'orthophoniste. On ne viendra jamais remplacer le travail d'un clinicien qui correspond effectivement à poser un bilan et poser un diagnostic. Nous, notre boulot, il est double. Le premier, c'est de répondre à la liste d'attente. Vous l'avez mentionné en introduction, il y a des longs mois. En moyenne nationale, on est sur 12 mois d'attente pour avoir accès à un rendez-vous chez un orthophoniste. En Normandie, on était plutôt sur du 18 mois. Quand on regarde le dernier rapport de l'ARS, il y a encore quelques mois, j'étais dans le 91, où on me disait clairement que chez eux, c'était plutôt sur du 2 ans d'attente. C'est encore plus difficile dans les territoires. C'est extrêmement difficile. Il y a une très très grosse inégalité au niveau de l'accès aux soins. Vous imaginez bien que quand vous avez des enfants de 7, 8 ans, c'est absolument impensable d'attendre autant de temps. Ça veut dire aussi que l'enfant, il va avoir du coup des symptômes qui vont potentiellement s'aggraver au fur et à mesure du temps.
Et le deuxième sujet, c'est celui de la prise en charge. On a plein de professionnels de santé qui font un travail extraordinaire, donc des orthophonistes, des psychomotes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues. C'est quelque chose de très multidisciplinaire. Mais malheureusement, on en manque cruellement. Ce qui fait que ces enfants, du coup, ont 1 à 2 rééducations par semaine. Là où maintenant, les recommandations du Collège français d'orthophonie nous disent que pour avoir une rémédiation qui est efficace, il faut 4 à 5 sessions, quasiment donc quotidiennes au final, à raison de 10 à 30 minutes d'exercice. Ce double défi, du coup, ça nous impose d'avoir des solutions qui soient en plus de l'humain, donc d'avoir des outils en attente, donc qui ne viennent pas remplacer un diagnostic, mais qui permettent de compenser la période d'attente et faire en sorte qu'on ait le moins de pertes de chance possible. Et en complément de l'orthophonie, l'orthophoniste restera toujours le maître à bord, mais ça permet d'avoir des outils personnalisables et qui soient proposables à l'enfant pour avoir une continuité de la rééducation à la maison. Et d'ailleurs, vous proposez une plateforme de soutien scolaire. Absolument. Alors, comment elle fonctionne ? Alors, la plateforme de soutien scolaire fait partie de ce package du numérique, puisque le numérique à Villepreux, en soutien d'ailleurs, enfin avec le soutien de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui participe au financement, un chiffre comme ça que je vous donne, on est à plus de 60 000 € d'investissement sur le numérique à Villepreux. Ce sont aussi des outils. Donc, il y a cette plateforme scolaire qui permet aux enfants de Villepreux de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ressources, également aux enseignants, qui fonctionne, qui est assez récente et qui commande en tout cas à trouver son rythme de croisière. Elle est sur le site de la mairie ? Elle est, en tout cas, oui, on peut y accéder via le site de la mairie. Elle est hébergée sur nos espaces. Et puis à venir un environnement numérique de travail aussi sur toute cette thématique éducative qui devrait voir le jour si on arrive à la concrétiser dans l'année à venir. Et c'est accessible pour tous les enfants, quels que soient les revenus des parents ? Oui, absolument. C'est une plateforme de soutien. C'est un service public donc qui est accessible à tous. Le nom de ce nouveau téléphone, il s'appelle AI, ouais, peut-être, non, comme intelligence artificielle. Oui, voilà, exactement, comme intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire ? Vous le dites, c'est un téléphone sans écran. Il a été développé. Jusque-là, je suis pas impressionné. Jusque-là, bon, voilà, il a été développé par la start-up californienne Humane, basée à San Francisco, inventé, développé par 2 ingénieurs qui ont travaillé chez Apple. Alors, c'est un petit objet, regardez, très léger. Il est carré, il fait seulement 5 cm, il pèse 34 grammes. C'est au moins 6 fois plus léger qu'un téléphone classique, voire beaucoup plus léger selon les plus gros téléphones. Et en fait, il fait tout comme un téléphone. Il peut passer des appels, envoyer des messages, on peut consulter son répondeur, envoyer des mails, tout faire, voilà. Et par exemple, là, on a un laser. Et oui, on l'a vu, c'est ça. Voilà, en fait, ce on peut laser lire. qui diffuse sur la paume de main, notamment, c'est la façon la plus simple, l'image. Et on le commande quand même comment ? Grâce soit avec le doigt, soit avec la version vocale. Et c'est l'intelligence artificielle et ChatGPT qui est le gros point positif de ce nouveau téléphone. Par exemple, vous pouvez vous trouver devant un monument et là vous dites voilà quel est ce monument et son histoire et on vous raconte de manière vocale ou alors avec l'image. Et également, si vous êtes dans une boulangerie et vous vous trouvez devant un très bon gâteau, vous voulez l'acheter, vous demandez combien il y a de calories dans ce gâteau, et il vous dévoile toute son histoire. Donc, c'est très intéressant, ça c'est le gros point positif. Et les négatifs ? Bah oui, il y en a beaucoup, forcément, pour un nouveau téléphone. Il y a encore c'est un prototype pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'écran, donc forcément, impossibilité de regarder des vidéos très longues. On a aussi un problème, c'est la qualité des photos qui est exécrable, selon les chercheurs. Autre point négatif, c'est le côté musique aussi. Par exemple, impossible d'utiliser les plateformes les plus connues. Il y a une seule plateforme qui existe, elle est liée avec la création de cette machine. Et l'autonomie, seulement 2 heures maximum, donc c'est très limité pour un téléphone aujourd'hui. Une application sur un écran, mais là, pour une fois, on a une utilisation utile, pratique et importante des écrans pour les enfants. Complètement. C'est une utilité d'un point de vue donc, remédiation. C'est un temps qui a vocation à être agréable pour l'enfant. Donc pour ça, on est allé chercher aussi, comme on parle de musique, Disney, Warner, Sony, tous ces partenaires qui ont en fait une énorme expertise dans l'engagement de l'enfant, dans la création de contenus musicaux. On est allé les chercher. Pour certains parents, libérer, délivrer, c'est un peu agaçant, je vous l'accorde, mais en attendant, ça permet vraiment aux enfants de se plonger dans une remédiation et dans des jeux qui autrement pourraient être rébarbatifs. Et le dernier, je dirais un peu vraiment garde-fou qu'on a mis en place, c'est de limiter l'utilisation. L'idée, pour en revenir à la remédiation idéale dont on parlait tout à l'heure, c'est d'avoir des exercices quasiment quotidiens. Donc que l'enfant ne se lasse pas. C'est-à-dire que l'application, l'enfant peut y jouer 4 à 5 fois par semaine, mais dans une durée limite de 25 minutes. Au-delà de ça, l'enfant, on lui dit d'aller jouer dehors globalement, mais on bloque ce temps d'écran à partir de ce moment-là.
exemple, on a mis en place le passeport du civisme. Alors, je vais vous poser la question, oui. Ça consiste en quoi? Alors, l'association, déjà, c'est une association, le passeport du civisme, qui a été fondée par un maire, et donc on l'a rencontré, on a été très sensible à sa démarche. Le passeport du civisme, c'est comment, au travers d'un certain nombre de thématiques, on arrive à promouvoir au sein de l'école, notamment pour les CM2, ça touche les CM2 à Villepreux, les valeurs liées à la citoyenneté et comment finalement on explique à un jeune dès cet âge qu'il va rentrer dans une vie où il va avoir des droits et des devoirs. Et donc le passeport du civisme à Villepreux, c'est à la fois évidemment la promotion des valeurs de la République et l'incitation à connaître notre histoire, à appréhender aussi ce qui constitue le fonctionnement de nos institutions, c'est le vivre ensemble, comment on vit avec les autres. Il y a un volet sur les solidarités, il y a un volet, je le disais, sur la mémoire, il y a un volet sur le sport, il y a un volet sur le développement durable. Très important à Villepreux, vous l'avez dit, on est une ville très naturelle, on porte un grand nombre de projets de sensibilisation à l'écologie, à l'environnement, et on sent que sur cette tranche d'âge... Deux piliers, effectivement, le bien-être, le savoir-être, et puis bien sûr la transition écologique. Et la transition écologique, et là les enfants, en tout cas cette génération, on les sent éminemment réceptifs, et donc on travaille avec eux. Donc le passeport du civisme est évidemment un très bel outil qu'on a mis en place et qui va vivre tout au long de l'année 2024. Nous, on adore les industries culturelles ici, on en fait partie d'ailleurs d'une certaine manière, et on pense qu'elles sont extrêmement utiles, qu'elles peuvent faire des choses merveilleuses. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots MAUX, et notamment la prolifération de contenus haineux. C'est pas le seul, en fait, il y a plein de problèmes aujourd'hui. En fait, ce que je pose dans ce livre, c'est faire prendre conscience que les industries culturelles contribuent ou affectent le bien commun. C'est ça. Donc elles contribuent de manière très positive parce qu'elles éveillent notre réflexion, notre curiosité, notre joie, notre façon de réfléchir et de penser le futur, le présent et le passé. Mais aussi, elles peuvent en effet affecter le bien commun par des risques comme la désinformation, la représentation stéréotypée des femmes, ce que j'ai appelé l'exploitation des cerveaux des enfants ou des adolescents, et aussi la diversité culturelle qui est à la fois facilitée par cette nouvelle technologie, mais qui finalement, est-ce qu'elle va aussi loin qu'elle pourrait dans cette fonction de représenter des imaginaires, des sensibilités, des récits aussi différents que possible en fonction de tous les pays qui composent la planète? Non. Voilà pour le ZAP, c'est la fin du grand JT de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tous les jours, évidemment, canal 217 sur Orange, 247 sur Free, et puis évidemment, schooltv.com et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à la réalisation, Xavier Sanchez, Héloïse Merlin au son, Laure Audemont au make-up, Laura Girard, Emma Ferré, Roxane Sarfati, toutes les trois à la rédaction. Demain, à cette place, vous retrouverez Virginie Guillaume. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.